Comme beaucoup, je pense ici, j'avais le sentiment il y a déjà, je sais pas, 3-4 ans qu'on était en train de vivre une situation extrêmement périlleuse, extrêmement inquiétante. À la fois parce qu'on le voit bien en France, on a des gouvernements, disons, de centre-gauche ou de centre-droit ou de droite, qui sont engagés très clairement dans une radicalisation néolibérale, autoritaire et en grande partie également xénophobe, même si c'est un aspect qu'on mentionne assez peu pour Macron, mais bon, la loi asile-immigration qu'il a fait passer il y a quelques mois est une loi très clairement xénophobe, au sens où elle durcit toutes les dispositions en vigueur en matière d'accueil des réfugiés. Donc on a non seulement ces gouvernements qu'on peut qualifier de l'extrême centre, en fait, de l'extrême centre néolibéral, qui sont engagés dans ce type de radicalisation, et en soi, on pourrait presque penser que c'est un peu... En tout cas, il y a 10 ans, quand la crise financière et économique s'est engagée, beaucoup, notamment à gauche, postulaient que le néolibéralisme, qu'on en avait peut-être fini avec le néolibéralisme, qu'elle allait avoir un tournant dans les politiques, et en fait, on a eu plutôt l'accélération des politiques néolibérales. Voilà, et avec Macron, on est très clairement dans ce cas-là. Et disons, soit en embuscade, soit d'ores et déjà au pouvoir, on a une vague brune, on a une vague néofasciste, en tout cas telle que je la qualifie dans le bouquin, au niveau national, européen et mondial. Et d'une certaine manière, alors je prends la situation française, mais après avoir été pendant des décennies soumis à une espèce d'alternance sans alternative entre un centre-gauche, le Parti socialiste, qui s'est converti totalement au néolibéralisme, et une droite, disons, engagée dans la destruction de toutes les conquêtes sociales et démocratiques de la classe ouvrière au XXe siècle, eh bien, de plus en plus, là, et on le voit bien aux européennes, le risque, c'est d'être piégé dans une opposition entre l'extrême centre néolibéral et l'extrême droite néofasciste. Bon, et c'est ça, d'une certaine manière, le danger dans notre époque, c'est que on n'arrive pas à faire émerger un troisième pôle, anticapitaliste, antiraciste, féministe, écolo, radical, etc. Et que du coup on se trouve piégé dans un scénario, dans ce scénario qui est celui par ailleurs en France de Macron et de Le Pen, qui depuis des mois cherchent à construire en quelque sorte cette confrontation à laquelle se réduirait aujourd'hui le débat politique entre les progressistes et les populistes dans le langage de Macron, ou entre les mondialistes et les patriotes dans le langage de Le Pen. Mais c'est finalement le même scénario absolument désastreux pour les populations, pour les minorités, pour les classes populaires, qu'ils cherchent les uns et les autres, l'extrême centre et l'extrême droite, à construire. Donc évidemment, à l'origine de ce bouquin, il y a vraiment une inquiétude extrêmement forte et un sentiment d'urgence, au sens où si on ne s'y met pas largement, si on ne pose pas les questions stratégiques, si on n'est pas doté collectivement d'une stratégie, je dirais collectivement au sens de l'ensemble de notre camp social d'une certaine manière, d'une stratégie adéquate, on risque pas simplement la reconduction du même, c'est-à-dire des politiques néolibérales, mais on risque bien pire d'une certaine manière, et que on est entré... Ça, c'est aussi une hypothèse du livre, mais on est entré dans une nouvelle période historique. L'alternance tranquille entre centre-gauche et droite, ou centre-gauche et centre-droit, d'une certaine manière, c'est fini. Dans beaucoup de pays, en tout cas, les champs politiques sont en grande partie pulvérisés. En France, en Italie, en Espagne, tels qu'ils existaient depuis l'après-guerre, ces champs politiques n'existent plus. Je veux dire, en France, aux dernières présidentielles, il y avait 4 forces autour de 20%. Vous avez vu le résultat des élections espagnoles. Il faut bien voir à quel point les choses ont changé très rapidement. Alors, il y a eu le précédent de la Grèce, où le système politique reposait sur l'alternance entre le PASOK et la Nouvelle Démocratie. Bon, tout ça a explosé au cours des dernières années, mais en Espagne, il y avait une alternance entre le PSOE et le PP, avec des partis qui faisaient des scores énormes, qui avaient une assise dans la population qui était très importante, une assise électorale, mais même une implantation, etc. Bon, tout ça a explosé. Donc là, on entre dans une période historique qui, à mon avis, a radicalement changé, où des choses, comme dirait Gramsci, des phénomènes morbides que l'on pensait, disons sans doute, que l'on pensait impossible il y a encore quelques années, redeviennent possibles, y compris évidemment le fascisme sous des formes nouvelles. Alors justement, il y a tout un problème évidemment quand on parle de fascisme, c'est la question de la définition. Et le danger, évidemment, c'est simplement de se contenter de dire le fascisme revient, c'est le retour de la peste brune, et finalement de réactiver une espèce d'imagerie du fascisme. Et bon, ce qui aboutit en général à dire qu'il n'y a pas de danger fasciste, puisque précisément on ne voit pas défiler, notamment en Europe, ce qui n'est pas le cas partout exactement, ce qui n'est pas le cas par exemple en Inde, où il y a des milices armées de masse associées au parti nationaliste hindou, le BJP, mais en Europe on ne voit pas défiler des bandes armées de masse au pas de doigts avec des uniformes, etc. Bon, et effectivement on peut facilement
facilement se débarrasser du danger fasciste ou de l'idée de l'hypothèse d'un danger fasciste en se disant, en se rassurant d'une certaine manière à bon compte, en se disant, bon, il n'y a pas les milices armées, donc c'est bon, c'est pas le fascisme qui menace. Bon, alors moi, ma démarche a été un peu différente, c'est-à-dire que je pense qu'il faut partir en quelque sorte du fascisme comme projet politique, comme idéologie, parce que même si effectivement les fascistes sont très opportunistes en matière de programmes, de propositions, etc., ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de projet politique propre, qu'ils n'ont pas d'idéologie. Il y a quand même un cœur idéologique auquel ils tiennent, à partir duquel après ils peuvent mixer complètement les choses de manière très opportuniste. Par exemple sur le plan économique, les fascistes n'ont pas de doctrine, ils s'en fichent, ils peuvent être capitalistes, presque anticapitaliste par moment, corporatiste, etc. Selon les besoins, selon les nécessités pour accrocher telle ou telle clientèle électorale, ils sont capables de tenir, et c'était le cas déjà de Mussolini, mais c'est aussi le cas de Marine Le Pen, hein, par exemple, ou de Salvini, ils sont capables de tenir des discours en matière économique qui peuvent être diamétralement opposés d'un jour à l'autre. Hein. Bon. Donc c'est pas ça, finalement, le cœur de l'idéologie fasciste, mais il y a un cœur de l'idéologie fasciste. C'est pas simplement des opportunistes qui visent simplement à conquérir le pouvoir. Ils visent à conquérir le pouvoir, mais pour imposer un certain type de société, parce qu'ils ont un certain type de projet politique. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'ils en général, en tout cas les partis que j'ai en tête, hein, ne se noient pas dans les partis de droite. Je veux dire, sinon, en France, si le FN, par exemple, n'était qu'un ramassis d'opportunistes qui voulaient simplement le pouvoir, ça fait bien longtemps et qui voulaient des postes d'élus, qu'ils auraient fait des alliances avec la droite, ou voire qui seraient individuellement partis à la droite, parce que le FN aujourd'hui, c'est un parti qui fait 20 à 25% et qui a très peu d'élus au regard de ce qu'il pèse dans le jeu électoral. Donc si c'était simplement des opportunistes sans projet politique propre, on ne voit pas ce qui les empêcherait de nouer des alliances beaucoup plus fréquentes et de chercher des alliances systématiques avec la droite pour avoir précisément des postes d'élus, pour aller entrer dans des ministères, etc. Donc, ils ont un projet. Le problème, c'est quel type de projet ? C'est de réussir à caractériser ce qui finalement fait le cœur de l'idéologie fasciste, ce finalement à quoi ils tiennent, au-delà des choses sur lesquelles ils peuvent être extrêmement opportunistes. Hein, et j'ai pris les questions économiques, mais pour prendre le FN, c'est à peu près tout sur lequel ils ont, y compris, changé de position ou de doctrine au cours des 20 ou 30 dernières années. Hein. Ils étaient farouchement néolibéraux dans les années 80. Aujourd'hui, ils ont un espèce de keynésianisme très mou, quoi. Il faut un peu soutenir le pouvoir d'achat, revaloriser les plus petites retraites, renationaliser certains secteurs. Bon, ça va pas très loin, mais c'est très opposé à ce qu'ils disaient dans les années 80. Aujourd'hui, se prétendent les grands défenseurs de la laïcité. Ils étaient farouchement anti-laïcs dans les années 80. Ils étaient farouchement pro-américains, états-uniens. Ils sont aujourd'hui pro-russes. Bon, il y a des tas de questions, hein, sur lesquelles ils ont évolué, parce que précisément, c'est pas ce à quoi ils tiennent fondamentalement. Ce à quoi ils tiennent, c'est un certain type de projet c'est des nationalistes, hein, donc de renaissance nationale, de régénération de la nation. Mais le propre des fascistes, je dirais, et ça à mon avis, c'est quand même au cœur de leur projet politique et de leur idéologie, c'est de considérer que la nation, ou alors ça peut être la civilisation européenne dans le cas des identitaires, hein, c'est en tout cas cette communauté imaginaire à laquelle ils tiennent, la nation, la civilisation, dans le cas des nazis, la race aryenne, etc., bon, ne peut se régénérer que si elle se purifie. Bon, on voit très bien dans le cas des nazis, hein, la race aryenne qui fait corps avec la nation allemande doit, pour renaître, pour se régénérer, doit se purifier des éléments qui l'affaiblissent, qui abâtardissent la race, etc. Donc en l'occurrence, c'est essentiellement les juifs et les juives. Mais dans le cas présent, hein, le langage ne va pas être un langage pseudo-biologique de la race, mais un langage plutôt culturalisé. Hein. On sait bien que le racisme aujourd'hui, c'est largement culturalisé, au sens où il y a bien peu de courants aujourd'hui d'extrême droite ou de penseurs racistes qui font appel à l'idée d'inégalité des races, etc. Mais en gros, tout ça s'est transformé vers le langage de l'incompatibilité des cultures, voire de la hiérarchie des cultures, etc. Mais donc, si je reviens sur ce que je disais, le projet fasciste, c'est un projet de régénération de la nation par purification, hein, en quelque sorte, pour que la nation la nation renaisse, rayonne à nouveau, éventuellement domine d'autres nations. Il faut qu'elle se purifie des éléments, qui l'éloignent de son essence fondamentale, de son identité profonde, de ses racines, etc. Donc là, il y a toute la rhétorique identitaire. Hein. Donc les minorités ethno-raciales, les minorités religieuses, en Europe de l'Ouest pour l'essentiel les musulmans, mais en Inde aussi, par exemple, les musulmans et les musulmanes, hein, jouent le rôle fondamental dans la rhétorique du BJP, parti nationaliste hindou qui est au pouvoir par ailleurs. Hein. Et y compris le BJP tente d'unifier en partie des castes très inégales dans la hiérarchie des castes, mais contre, et de les dresser
des Dalits jusqu'aux castes jugées nobles, de les dresser contre les musulmans et les musulmanes. Donc les minorités ethno-raciales, les minorités religieuses. Et l'autre purification, qui peut permettre de faire renaître la nation, c'est une purification de type politique, de purge politique. Pour que la nation renaisse, il faut qu'elle cesse d'être divisée. Il faut que, d'une certaine manière, se débarrasser de ceux et celles qui, notamment les mouvements sociaux de contestation, le mouvement ouvrier, le mouvement antiraciste, féministe, etc., ceux qui fracturent l'unité interne de la nation, par aux oppositions, par leurs contestations, etc. Bon, c'est quand même très clair que dans tous les régimes fascistes connus, ou parafascistes, ou dans l'orbite du fascisme, quelques années après, parfois quelques mois, après l'arrivée au pouvoir des fascistes, il ne restait plus rien de tout mouvement de contestation, notamment de tout le mouvement ouvrier, des franges les plus radicales jusqu'aux franges modérées, des sociodémocrates jusqu'aux communistes, en passant par les anarchistes, etc. Bon. Donc c'est un trait quand même commun à tous les mouvements et fascistes étant parvenus au pouvoir, de détruire, et c'est d'ailleurs une caractéristique que donne Trotsky, qui permet de distinguer des régimes fascistes et des mouvements fascistes, de mouvements de droite dure, etc., c'est que il est fondamental pour les fascistes de détruire toute forme d'opposition, notamment ouvrière, populaire, tout mouvement de contestation, etc. Ce qui n'est pas exactement la même chose que disons, réprimer plus durement les manifestations, etc., quoi. Bon, ce que l'on voit avec, par exemple, Macron, ou incarcérer des opposants, ou ce qu'on voit avec les Gilets jaunes actuellement, qui font l'objet d'une répression assez ahurissante depuis plusieurs mois. Donc voilà, je dirais que le projet fasciste, fondamentalement, en tout cas c'est le parti que j'ai pris dans ce livre, le noyau, c'est celui-ci. Et après, il peut se manifester historiquement sous des formes très, très diverses, ne serait-ce que parce que les fascistes sont très opportunistes. Les fascistes brésiliens ne vont évidemment pas se donner les mêmes formes d'apparition, notamment idéologiques. Ils vont jouer par exemple beaucoup plus que par exemple Marine Le Pen sur des idées très réactionnaires, de ce que je comprends. Marine Le Pen, par exemple, s'aligne sur les questions des droits des femmes, par exemple. C'est aujourd'hui, ce qui est un peu différent de pas mal d'autres partis d'extrême droite, c'est plutôt de se dire la meilleure défenseuse des femmes face aux vrais ennemis des femmes que sont les musulmans, de se dire la meilleure amie des LGBT contre justement encore l'islam et les musulmans qui seraient le véritable ennemi des LGBT, etc. Bon. Donc voilà, donc je dirais que le noyau du fascisme tourne autour de ce projet-là, quoi. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment un tel projet, dont on sait les conséquences ont été bien documentées au XXe siècle, comment ça peut retrouver une audience de masse dans les sociétés européennes, mais bien au-delà, comment ça peut retrouver une actualité. Du coup, là, on peut le dire autrement, c'est à partir de quelle crise les fascistes sont en capacité de se développer, de développer leur audience, de gagner une audience de masse dans la société, ne serait-ce qu'une audience électorale. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en capacité après de la mobiliser véritablement dans la rue contre leurs opposants, etc. Mais voilà. Alors la réponse traditionnelle, une réponse assez courante, c'est de dire les fascistes sont en capacité de se développer dans des situations et de conquérir le pouvoir politique dans des situations de crise économique. Ce qui est une réponse partiellement vraie et faux et partiellement fausse. Partiellement vrai parce que les situations de crise économique sont à l'évidence une condition nécessaire pour le développement des fascistes, des forces fascistes. Bon, on le voit avec Aube dorée en Grèce. Aube dorée ne s'était pas développée avant la crise extraordinairement brutale qu'a connue la Grèce. De ce que je sais, c'est y compris dans l'histoire même de l'humanité la plus forte crise économique hors situation de guerre, qu'a connu la Grèce au début des années 2010. Et c'est effectivement dans ce contexte-là que Aube dorée a pu se développer, se développer dans la rue, a pu se développer électoralement, etc. Bon. Mais ça ne suffit pas. Tous les pays qui connaissent des situations de crise économique très profondes ne connaissent pas le fascisme. Par ailleurs, la Grèce n'a pas connu... Aube dorée s'est développée, mais n'est pas parvenue au pouvoir, ne serait-ce que parce qu'il y a eu des résistances antifascistes très fortes, etc. Bon. Donc ça ne suffit pas. L'autre réponse qui est souvent donnée par des courants marxistes, mais qui, à mon sens, est une réponse en grande partie pseudo-marxiste, c'est de dire que le fascisme, c'est un mouvement entièrement, en quelque sorte, dirigé ou entièrement... c'est le produit, d'une certaine manière, d'une conspiration bourgeoise, quoi. Bon, face à des mouvements populaires qui menacent l'ordre social, face à un soulèvement populaire, la bourgeoisie ferait appel aux fascistes de manière extrêmement instrumentale, comme une espèce de bâton, de matraque, et viendrait taper sur les mouvements populaires pour en finir une fois pour toutes avec eux.
Alors c'est une réponse qui est pas radicalement fausse, hein, parce qu'évidemment, dans l'Italie du début des années 20, effectivement, les fascistes, les bandes fascistes, notamment dans les campagnes, ont été financées par les grands propriétaires terriens, etc. Mais disons, c'est très insatisfaisant parce que si on a cette idée en tête, on ne comprend pas bien pourquoi les fascistes parviennent au pouvoir fin 22 en Italie, pourquoi Mussolini est appelé au pouvoir par le roi à ce moment-là, pourquoi Hindenburg appelle Hitler au pouvoir en janvier 1933, alors que dans les deux cas, on n'est pas du tout dans des situations révolutionnaires ou même dans des crises pré-révolutionnaires. Loin de là, en fait, on est plutôt dans des situations où le mouvement ouvrier est sur le recul, hein, même s'il y a eu une situation pré-révolutionnaire en Italie quelques temps avant, hein, mais le moment où Mussolini parvient au pouvoir, c'est pas du tout le moment où le pouvoir est face à un soulèvement populaire, etc. Donc pourquoi ce qui montre que c'est sans doute quelque chose d'un peu plus complexe. C'est le type de crise politique dans lequel les fascistes sont en capacité de conquérir le pouvoir politique. Et la réponse vers laquelle je me tourne, qui est empruntée à Gramsci en bonne partie, c'est que le type de crise politique dans lequel ils parviennent au pouvoir est une crise, disons, d'hégémonie, et en partie une crise d'hégémonie. Alors Poulantzas dirait une crise d'hégémonie généralisée. Une crise d'hégémonie donc généralisée qui combine deux aspects. Un, une crise de la domination politique, donc une crise de la capacité des classes dominantes à générer du consentement du côté des classes subalternes. Une crise de légitimité du personnel politique, une crise de confiance dans les institutions politiques, un effondrement brutal de la confiance de la population dans les partis politiques dominants traditionnels de la bourgeoisie, etc. Qui fait qu'ils ont du mal à stabiliser leur ordre politique, hein, même c'est globalement stable sur le plan de la domination économique, de l'exploitation, ils ont du mal ils ont une domination politique fragile. Donc ça, c'est un premier aspect, l'aspect central d'une crise d'hégémonie, mais généralisée, nous dit Poulantzas, au sens où même les formes de contre-hégémonie traditionnellement portées par le mouvement ouvrier, les gauches, etc., sont-elles aussi en crise. Et c'est précisément dans ce type de situation que les fascistes sont en capacité de faire valoir le fait de cette espèce de troisième voie, hein, c'est un terme qui est souvent utilisé par les fascistes, ni droite ni gauche, ni bourgeoisie ni prolétariat, hein, si on veut, ou ni dans un camp ni dans l'autre, et qui sont en capacité de se développer, et plus ils se rapprochent du pouvoir, et plus la bourgeoisie va être tentée, effectivement, hein, face à la crise de la domination politique qu'elle rencontre, de jouer cet acteur-là contre le troisième acteur, qui est le mouvement ouvrier, les mouvements populaires, etc. Voilà, et alors du coup, quand on a cette vision-là en tête du type de crise politique au cours de laquelle, ou au terme de laquelle les fascistes ont en capacité de conquérir le pouvoir politique, on se dit qu'effectivement, il y a pas mal de sociétés contemporaines qui se rapprochent en bonne partie de ce type de situation, en particulier la France. Bon, le bouquin porte sur la France, et c'est ça que je défends, c'est qu'on est dans ce type de situation particulière. Alors ça ne veut pas dire que la crise est suffisamment mature, en quelque sorte, pour que les fascistes respectabilisés que sont les dirigeants du Front National soient en capacité de parvenir au pouvoir politique dans l'immédiat, mais les choses peuvent évoluer assez vite, hein, et quand même la crise politique s'est encore largement approfondie depuis l'arrivée au pouvoir de Macron il y a seulement 2 ans. Donc qu'est-ce qu'il en sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est à mon avis absolument impossible de le prévoir, hein. Qui aurait prévu d'ailleurs que Bolsonaro parviendrait au pouvoir? Je sais pas, il y a 2 ans, je pense que si on avait dit que Bolsonaro serait au pouvoir aujourd'hui, je suis pas sûr que beaucoup y auraient véritablement cru, hein. Espèce de clown un peu minable, à la fois homophobe, misogyne, raciste. Et bon, et à un moment où, en plus, si je me trompe pas, Lula était quand même très en avant dans les sondages d'opinion pour l'élection présidentielle. Je peux me tromper, mais donc voilà, il me semble que justement on est dans cette période historique où des choses qui paraissent absolument impensables à un moment peuvent malheureusement advenir. Drame. Allez. Voilà. Alors juste pour avancer un peu, peut-être je vais essayer de ne pas être trop long, mais je voudrais développer encore 3 points assez vite. Pourquoi cette crise d'hégémonie? Alors rapidement, hein, cette crise d'hégémonie généralisée, elle est le produit, et de manière assez évidente, des politiques néolibérales, hein, c'est-à-dire les choix qu'ont fait les bourgeoisies à partir, disons, de la fin des années 70, du début des années 80, qui visaient à restaurer les taux de profit, à restaurer le pouvoir patronal qui avait été largement, bousculé par les grandes luttes ouvrières des années 68,
ce qu'on appelle les années 70, à partir de 68, donc toutes les luttes des années 70, etc. Bon, par cette forte insubordination ouvrière, etc. Bon, en France, en Italie, en Grande-Bretagne, etc. Bon, donc ils y sont parvenus sur le plan économique. Hein, les profits se sont en partie restaurés, etc. Rétablis, mais ça a clairement fragilisé leur domination politique. Bon, ils ont en partie politiquement scié la branche sur laquelle ils étaient, c'est-à-dire que la stabilité politique reposait depuis la Seconde Guerre mondiale sur une série de compromis sociaux et politiques qu'ils avaient concédés à une classe ouvrière fortement mobilisée, puissamment organisée, notamment à partir de grandes forteresses ouvrières qui ont en partie disparu. Ils avaient été amenés à faire des compromis. Ces compromis avaient stabilisé la domination capitaliste, hein, avaient créé une sorte de bloc hégémonique, hein, si on veut, hein, une coalition sociale relativement large qui pouvait considérer que dans le cadre, avec des divergences internes, hein, mais que dans le cadre du système capitaliste, dans le cadre des institutions par exemple, de la Ve République en France, on pouvait obtenir des améliorations substantielles. Bon, tout ça a en partie explosé, est en train d'exploser parce que précisément le programme néolibéral est un programme de destruction de ces compromis sociaux et en partie de ces compromis démocratiques qui avaient été obtenus notamment dans la seconde moitié ce qu'en France ça est parfois appelé les 30 glorieuses, mais qu'on ne devrait évidemment pas appeler comme ça. Donc ce sont les politiques néolibérales avec ces effets ambivalents, hein, de restauration du pouvoir économique et en même temps de fragilisation du pouvoir politique, de la domination politique de la bourgeoisie, hein, qui sont à l'origine directement, hein, de cette crise d'hégémonie que rencontrent les classes dirigeantes en France, mais dans de nombreux pays. Bon, c'est ce qui fait dire, par exemple, au marxiste écossais Neil Davidson que le néolibéralisme, ça peut paraître un peu paradoxal, est un agent d'autodestruction du capitalisme, sur le plan politique, pas sur le plan économique. Sur le plan économique, le néolibéralisme est parfaitement fonctionnel et a très bien fonctionné. Hein. Je veux dire, en France, les luttes sur les lieux de travail ont été très nettement réduites depuis 30 ans. Hein. On dit que j'entendais qu'en France, il y a beaucoup de grèves, etc. Mais il y en a énormément moins qu'il y a 30 ou 40 ans, hein, à l'évidence. Hein. Si on prend il y a des statistiques sur le nombre de journées de grève par an, c'est hallucinant, hein, la baisse, hein, par rapport aux années 70. Hein. Donc, de ce point de vue-là, le néolibéralisme est un grand succès pour les bourgeoisies. Mais sur le plan politique, c'est ça le paradoxe, je pense, de la situation contemporaine. Hein, c'est que le capitalisme est extrêmement puissant dans sa capacité à extraire de la plus-value et à se faire suer des profits aux salariés, mais est très fragile politiquement. Pas parce qu'il aurait un espèce d'adversaire à sa mesure, il n'y a pas d'adversaire à la mesure du capitalisme mondialisé, en tout cas à l'heure actuelle, hein, tel qu'a pu l'être le mouvement communiste avec ses 1000 défauts à une autre période, mais il est fragilisé parce que les populations une grande partie des populations ne consentent pas ou plus aux politiques qui sont menées, en tout cas dans toute une série de pays. Alors, les deux autres points que je voudrais aborder rapidement, c'est deux mécanismes qui sont des produits de la crise d'hégémonie et qui tendent à renforcer l'audience des fascistes. Le premier, c'est le durcissement autoritaire. Là, je vais faire très schématique, mais à l'évidence, quand vous pouvez de moins en moins régner et dominer sur la base du consentement que vous produisez chez les classes subalternes, à l'évidence, même face à des mouvements relativement faibles numériquement, comme le mouvement des Gilets jaunes, vous êtes amené à recourir à la répression de plus en plus forte. Vous allez employer de plus en plus la force la plus brutale, hein, et là c'est très clair, hein, je veux dire, le nombre de personnes placées en garde à vue, voire incarcérées pour 3 mois, 6 mois, voire 1 an dans le cadre des mouvements des derniers mois, et c'est du jamais vu, hein, depuis même par rapport au mouvement des années 70. Bon. Des gens dont souvent c'est même les premières expériences de lutte, de manifestation, et qui se retrouvent en prison pour 3 mois ou 6 mois parce qu'ils étaient souvent au mauvais endroit au mauvais moment. La fois où le Fouquet's, là, ce grand restaurant bourgeois, là, a été brûlé, c'est des gens qui ont pu se retrouver pas loin de là où ça s'est passé, voire bon, ils se retrouvent à faire de la prison ferme à ce moment-là. Bon. Donc on a un durcissement autoritaire qui se manifeste par d'autres signaux, hein, l'empêchement de plus en plus fort de l'activité syndicale, même modérée, le harcèlement policier dans les quartiers populaires et notamment vis-à-vis des populations non blanches et en particulier donc notamment des musulmans et des musulmanes, mais aussi le traitement répugnant qui est imposé aux migrants et aux migrantes. Donc il y a toute une série de symptômes, hein, de ce durcissement autoritaire, mais qui, en tout cas je le théorise comme ça dans le bouquin, provient de la crise d'hégémonie dans laquelle sont empêtrées, hein, les classes dirigeantes et en particulier ici la classe dirigeante française.
Bon, pourquoi ça renforce l'extrême droite? Parce que, évidemment, c'est précisément le programme de l'extrême droite. Donc, quand tous les gouvernements successifs, y compris PS, Parti socialiste, mènent des politiques de plus en plus répressives et adoptent un consensus sécuritaire sur le fait qu'il faut toujours plus de mesures répressives, notamment vis-à-vis des quartiers populaires ou vis-à-vis des mouvements sociaux, évidemment que ça donne de l'eau au moulin, ça apporte de l'eau au moulin des fascistes, puisque, d'une certaine manière, Jean-Marie Le Pen le disait, à la fin, les gens préfèrent l'original à la copie, les électeurs préfèrent l'original à la copie. Pourquoi voter pour Manuel Valls quand on peut voter pour Marine Le Pen? Bon, l'une apparaît plus crédible d'une certaine manière sur le terrain sécuritaire que l'autre. Bon, même s'il en a fait beaucoup pour se rendre crédible sur ce terrain-là, y compris de la répression que subissent les migrants. C'est quand même un ministre de l'Intérieur socialiste qui pouvait se vanter au Parlement qu'il expulsait plus de migrants que la droite. Alors. Ça, c'est le premier mécanisme, le durcissement autoritaire, c'est évidemment pratiqué et légitimé par des discours par les gouvernements successifs, a tendance à banaliser, à légitimer les positions de l'extrême droite, jusqu'au moment où les gens se disent, bon, il faut aller plus loin encore, il faut vraiment mettre au pas ces gens-là dans les quartiers populaires qui ne veulent pas travailler, qui se révoltent, etc. Les mouvements de contestation. Le deuxième mécanisme, qui est là encore lié à la crise d'hégémonie, qui renforce l'extrême droite depuis 30 à 40 ans en France, c'est disons, la place de plus en plus centrale du racisme dans le champ politique, dans la politique française. Mon hypothèse, c'est pas que le racisme est croissant nécessairement dans la société française. C'est compliqué. C'est une affaire... en plus, il n'y a pas vraiment de données, par exemple, qui permettraient de montrer l'augmentation ou la baisse des discriminations, par exemple, à l'embauche, etc. Donc on va laisser ça ouvert. Mais mon hypothèse, c'est simplement sur le champ politique et sur la place du racisme et de la xénophobie dans le champ politique. Et sur notamment la place croissante qu'a cette question-là dans les débats politiques, et en particulier sous la forme des débats autour de l'islam, des musulmans, mais aussi de l'immigration, de la laïcité, qui est en France devenue un nom de code pour parler en réalité des musulmans et des musulmanes vis-à-vis de la République et de ce qui est construit médiatiquement et politiquement comme l'impossible intégration, je ne reprends aucun de ces termes à mon compte, mais l'impossible intégration des musulmans et des musulmanes dans la République française, etc. Et donc, là, le mécanisme est là encore assez simple. Quand une classe dirigeante a de plus en plus de difficultés à construire son hégémonie, à produire du consentement du côté des dominés sur la base des politiques économiques et sociales qu'elle mène, c'est en convainquant une bonne partie de la population que ce qu'elle fait est bien, que ça améliore la situation, que ça va améliorer la situation. Quand plus personne, par exemple, ne croit au bobard du ruissellement des richesses, qu'on va donner plus aux riches et ça va finir par retomber sur les épaules des pauvres sous la forme d'emploi, etc. Quand plus personne ne croit à ça, d'une certaine manière, la tentation, et ça a été celle-là pour tous les gouvernements successifs, c'est de chercher à conquérir l'hégémonie sur un autre terrain, de déplacer le terrain politique, et notamment de le déplacer sur le terrain nationaliste, xénophobe, identitaire, et de dire, finalement, effectivement, nous avons peut-être, c'est pas dit comme ça, mais des intérêts différents entre Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, et telle une caissière ou un ouvrier, mais nous sommes partie prenante d'une même communauté nationale, qui par ailleurs est menacée par des gens. Les migrants, par les musulmans, des gens qui ne veulent pas s'intégrer à la République, etc. C'est d'ailleurs vraiment frappant de voir que Macron, qui n'avait jamais joué trop cette ligne xénophobe, raciste pendant sa campagne en 2017, contrairement à Sarkozy antérieurement, quand il s'est retrouvé pour la première fois en vraie difficulté politique en décembre dernier, face au mouvement des Gilets jaunes, a immédiatement sorti cette carte-là. Dans son premier discours et dans sa lettre aux Français de début janvier, il a ressorti l'affaire, dans les termes mêmes de Sarkozy, de l'immigration à identité nationale, en lien avec la question de la laïcité dite bousculée, etc. Il a repris ça aussi je le disais, dans sa lettre aux Français, donc envoyée à tout le monde. Donc on voit très bien le mécanisme. Il s'agit vraiment de déplacer le terrain des politiques économiques et sociales, qui génèrent du coup une opposition de plus en plus forte. À un terrain, on va essayer de recréer en quelque sorte du consentement du côté des subalternes, du côté des classes populaires. Donc voilà, et là, la logique, évidemment, pourquoi ça favorise l'extrême droite, là c'est encore plus évident que sur le précédent point, c'est que là encore, à la fin, les gens préfèrent l'original à la copie, et parce que ça banalise, ça légitime les positions là, traditionnelles, et là encore, de l'extrême droite, anti-migrants, anti-migratoires, islamophobes, etc. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais voilà, j'ai essayé, en tout cas ce que j'ai essayé de faire, c'est
bon là très rapidement et dans le bouquin, c'est pas tellement de focaliser l'attention sur l'extrême droite, même s'il faut étudier l'extrême droite, il faut voir quelle est son implantation, son projet, etc. Bon, y compris déconstruire son programme, ses propositions, etc. Mais de voir quels sont les facteurs qui propulsent les extrêmes droites sur le devant de la scène politique, qui font que ça devient, d'une certaine manière, potentiellement une solution de rechange, et déjà une solution de rechange dans certains pays, en Autriche par exemple, où ils sont au pouvoir avec la droite, où ils sont en capacité de devenir une solution de rechange pour les bourgeoisies. Et c'est aussi, politiquement, bon, ça a des conséquences, puisque si on ne veut pas simplement agir sur les symptômes et qu'on veut agir sur les causes de la progression de l'extrême droite, il faut forcément agir sur ces facteurs. Donc, ce qui pose la question de l'alternative globale qui seule permettrait à la fois alternative au néolibéralisme et au néofascisme, mais qui seule permettrait d'éradiquer le cancer fasciste. On peut pas, en gros, l'antifascisme ne peut pas se réduire, même s'il doit nécessairement être aussi ça, à une lutte frontale contre l'extrême droite organisée, contre les partis d'extrême droite, que ce soit les grands partis ou les groupuscules. Il doit nécessairement proposer des réponses politiques. En tout cas, les deux doivent être articulés, sinon malheureusement, on n'y arrivera pas. Je dois confesser que c'est un peu difficile de parler après Hugo, mais je suis contente que vous avez commencé parce que votre présentation m'a donné beaucoup d'éléments pour organiser ma présentation aussi. Et en même temps, c'est difficile pour moi parce que c'est la première fois que je suis dans la table d'un événement et non au public. Mais alors, et en français. Je suis du Brésil alors. C'est un peu difficile, mais je pense qu'on a beaucoup d'accords avec tout que vous avez parlé. Ça, c'est très bon. Parce que pour aller au sujet de cette table, comment je peux commencer? Quand j'ai en préparant ma présentation, j'ai pensé quoi les personnes pensent que je vais parler. Alors, j'imagine que tout le monde pense que je vais parler du Brésil. C'est bon parce que je vais parler du Brésil aussi. Mais je voudrais faire une analyse internationale aussi. Je pense que la présentation d'Hugo a donné beaucoup d'éléments pour réfléchir et choses comme ça. Je pense qu'au Brésil aussi, mais dans le monde, on sont maintenant dans un moment où la gauche, il n'y a pas une direction. Il n'y a pas un parti, une organisation internationale capable maintenant pour prendre le sentiment de la classe travailleuse, des jeunes, de la population pauvre, pour construire une alternative de gauche. C'est dans le monde. Mais en même temps, nous sommes dans un moment où la droite est en crise aussi. Alors, c'est difficile. Nous avons les États-Unis comme le pays plus important pour le capitalisme du monde encore. Mais en même temps, il y a une difficulté de continuer. Et Chine et Russie sont dans sa compétition aussi pour aussi les pouvoirs, pour être les pays plus importants pour le capitalisme dans le monde. Et ça donne des conséquences pour les pays dans tout le monde, et au Brésil aussi, dans l'Europe aussi, et choses comme ça. Ici, on considère avec la mathématique quelques éléments dans la politique brésilienne. Il y a, c'est vrai, quelques similarités, c'est correct, pas les similarités, Gabriela m'aide avec les Français. Il y a quelques similarités au Brésil maintenant avec l'Italie de commence du siècle XX. Il y a la crise économique, c'est une des choses, un gouvernement qui parle sur le nationalisme et qui voudrait supérer la crise avec l'esprit de national, des choses comme ça. Mais je pense que la logique mathématique, on ne doit pas utiliser pour analyser la question sociale, le mouvement politique et choses comme ça. La logique formale, on ne doit pas utiliser. Il faut utiliser les méthodes dialectiques. C'est dialectique que parle le français? Ok, merci. Il faut penser dialectiquement, c'est correct? Avec la dialectique. Et quand on considère la dialectique, il y a plus des éléments contradictoires au Brésil qu'il faut penser aussi avec les similarités, mais il y a aussi les différences qui sont importantes entre le fascisme du siècle XX et la situation actuelle au Brésil. Un moment. Et je voudrais donner quelques exemples de différences. Le nationalisme que Bolsonaro défend au Brésil, par exemple, il ne s'applique pas, par exemple, à l'économie.
Il y a un président qui voudrait privatiser tout pour les entreprises américaines, chinoises et tout qui c'est possible dans le monde. En même temps, on n'a pas un mouvement pour part du gouvernement pour criminaliser les gauches, les organisations de gauche, les partis de gauche, les collectifs et les mouvements sociaux. On a quelques expériences au gouvernement des partis de travailleurs, par exemple, où Dilma a été sanctionnée une loi pour criminaliser les mouvements. Mais Bolsonaro n'essayait de faire ça maintenant pendant les 5 mois du gouvernement dans cette année au Brésil. Et même si le gouvernement veut faire ce type de choses, je pense qu'il n'y a pas de force pour faire ça maintenant parce que c'est vrai que les mouvements politiques au Brésil est en crise aussi, mais en même temps, ils jamais laissé d'exister. Il n'y a pas aussi une direction, il n'y a pas aussi une revendication centrale et historique maintenant pour la classe ouvrière au Brésil, mais en même temps, elle continue à se mobiliser pour plusieurs de raisons et motifs et choses comme ça. Et maintenant au Brésil, grosso modo, on a un grand bas entre les... pour sortir de la crise à droite et à gauche. Mais en même temps, je dois parler aussi sur d'autres contradictions. Si le fascisme existe au Brésil, c'est un débat ouvert, mais maintenant, on doit considérer aussi que, en même temps que Bolsonaro a été élu aux dernières années, les groupes du PSOL, par exemple, au Parlement fédéral, dobrou de tamanho, a doublé. A doublé, ouais. Ok, a doublé au Parlement fédéral. Et ça importe beaucoup, parce que montre qu'il y a la possibilité de disputer les sentiments des personnes au Brésil. Et la même chose avec la militance du PSOL, parce que le PSOL a été le parti qui a plus grandi aux dernières périodes en militance. Par exemple, j'ai parlé au commence dans la première table. Seulement ma courant, il y a proche de 1300 militants au Brésil, dans tous les territoires nationaux, et choses comme ça. Mais le PSOL, c'est plus grand et aussi continue à grandir en filiações. Gabriela? Les filiations, c'est proche, ok, du portugais. Et choses comme ça. Mais la question principale, c'est comment nous pouvons comprendre que les personnes qui ont été élues, Lula, par exemple, en 2003 au Brésil, il y a moins de 20 ans, maintenant ont élu Bolsonaro. Ça, c'est le mouvement que nous devons, la question que nous devons penser durement maintenant. Il y a un argument au Brésil que les personnes sont plus conservateurs et que c'est la raison du pourquoi les partis de travailleurs ne réussissent pas à faire continuer au gouvernement. Je pense que c'est pas ça, parce que qu'est-ce que c'est être conservateur au Brésil? Ça signifie il y a les questions de l'influence de l'Église catholique, oui, il y a, mais être conservateur au Brésil signifie que défendre l'ordre social comme elle est maintenant. Et elle est terrible maintenant, parce que les personnes travaillent beaucoup, les personnes perdent 4-5 heures du jour, par exemple, dans les transports publics, et pour aller au travail, et pour aller à la fac, et pour aller à la maison, et choses comme ça, pour faire les choses, les salaires. Salaire, c'est correct? Les salaires, c'est ridicule, minimum, mais c'est ridicule au Brésil. Il y a une réforme dans les relations de travail qui a été approuvée au gouvernement de Temer, avant Bolsonaro, qui a détruit les relations de travail. Mais a difficulté beaucoup les relations entre les patrons et les employés au Brésil. Alors, je pense que les personnes n'aiment pas ce type de choses. Les personnes voulaient changer ce type de choses. Une alternative, c'est une chose qu'on devait penser. La chose, c'est qu'avec l'expérience, avec la social-démocratie du PT, les personnes ne font de confiance dans la gauche. Et c'est le problème maintenant, parce que nous sommes dans le moment où l'expérience avec les partis de travailleurs est mort, est finie. Je ne pense pas qu'il a fini, mais
est mort, comme ci, comme ça. En même temps, on n'avait pas une alternative de gauche prête pour prendre les sentiments de la population. Et alors, mais en même temps qu'il existe Bolsonaro, existe beaucoup de mouvements sociaux au Brésil. Et je pense que la question a été... Je suis d'accord avec vous quand vous parlez... vous avez parlé que nous sommes dans une nouvelle période. Ça, au Brésil, c'est clair. Quand on regarde, par exemple, les mouvements sociaux au final du siècle dernier, les mouvements opéraires, Gabi? Ouvriers, ok, merci. Les mouvements ouvriers a été les plus forts au Brésil et maintenant ça a changé avec les nouvelles périodes parce que les plus importants mouvements aujourd'hui au Brésil, c'est le mouvement des jeunes, c'est le mouvement des femmes, c'est le mouvement des LGBT, des personnes non blanches et choses comme ça qui représentent aussi, qui sont l'expression plus puissante de la classe ouvrière maintenant au Brésil. La classe ouvrière a changé, comment je peux dire, a changé les figures plus dynamiques. Avant, ils sont des hommes blancs avec un peu plus vieilles. Et maintenant, non, sont les jeunes, sont les écoliers. Par exemple, au mercredi dernier, quand on avait une grande mobilisation au Brésil en défense de l'éducation, il y a des petits enfants qui sont là contre Bolsonaro avec leurs parents, choses comme ça. C'était très belle de voir. Enfin... En même temps que le mouvement, il n'y a pas une direction. En même temps que le mouvement, il n'y a pas une organisation capable d'organiser tous les types de personnes, les milliards de personnes qui sont au Brésil maintenant et qui veulent un changement de la situation actuelle. Ce que je veux dire, c'est que par nous, dans ces exacts moments, on n'a pas un gouvernement fasciste au Brésil. Ça ne signifie pas qu'il n'existe des secteurs fascistes dans le gouvernement. N'existe pas de secteurs fascistes au gouvernement. Oui, il y a. Et nous devons faire attention à tous les mouvements qu'ils ont faits. Mais en même temps, ça ne signifie pas que la situation ne peut aussi pas changer. Elle peut changer. Nous devons faire attention pour ça, pour proposer des politiques et choses comme ça. Mais maintenant, on a un gouvernement qui est autoritaire, mais pas fasciste au Brésil. Parce qu'il n'y a pas un défaite historique de la classe ouvrière au Brésil. Il n'y a pas un défaite historique des organisations de gauche au Brésil. Au contraire, nous sommes dans un moment où la gauche est en s'organisant pour construire quelque chose de nouveau. Et je pense, et pour moi, je suis convaincue de ça, que le PSOL peut être l'alternative aussi. C'est difficile, c'est un moment dur, c'est vrai. Par exemple, je vais donner mon exemple. Je travaille j'ai deux travails, un rémunéré, comme chercher, choses comme ça. Et j'ai d'autres travails que c'est obligatoire de la fac pour finir la fac, tu dois faire des travaux sans rémunération. Et après, j'ai fait la fac, il y a mes tasks, les emplois pour faire dans la maison et choses comme ça. Et je dois aider ma famille avec ce que je gagne. Et c'est la situation plus commune entre les jeunes maintenant. Mais en même temps, on a l'expectative pour créer quelque chose de nouveau parce que quelque chose de nouvel, parce que nous avons beaucoup d'actions radicales aux dernières périodes. Et c'est dans les mouvements radicaux, dans la rue, et avec beaucoup de personnes que nous pouvons faire notre expérience pour penser politique mieux. Et c'est dans la rue que nous pouvons essayer de créer de nouvelles expériences politiques pour toutes les personnes au Brésil. C'est là où nous pouvons faire notre démonstration de force contre le gouvernement. Et je pense que les mouvements de femmes et les mouvements de jeunes principalement, dans ces moments, sont les plus centraux au Brésil pour montrer que le mouvement social, c'est possible et que le gouvernement de Bolsonaro n'était pas préparé comme on avait pensé. Quand Bolsonaro a été élu, j'ai pensé en sortir du PSOL, par exemple, à cause de ma recherche, parce que j'ai reçu une bourse d'études du gouvernement. J'ai pensé, alors, mon Dieu, Bolsonaro,
ça a été terrible, je dois laisser le PSOL, faire ma recherche, je vais rentrer à l'académie, c'est ça, je ne vais plus parler ma position à tout le monde, des choses comme ça. Mais après, avec l'expérience du gouvernement de Bolsonaro, on a vu qu'il était trop despréparé, il est une bête, leurs amis dans le gouvernement aussi. Mais en même temps, j'ai vu avec beaucoup de collègues, parce qu'il a été une expérience collective, que l'organisation, c'est la meilleure opportunité qu'on a pour nous protéger. Se protéger de tout qui va se passer. C'est la meilleure sortie pour penser une alternative, parce que, pour être sincère, la réponse pour la crise ne va venir d'une salle avec 5 personnes brillantes qui vont discuter la solution et vont penser comme un miracle pour les solutions. La solution pour la crise mondiale va venir d'un mouvement immense. Et nous devons travailler pour faire ce type de mouvement, pour créer et pour en même temps faire grandir notre apostas. Les paris. Pour faire grandir notre pari, pour montrer que c'est possible changer la table, comme on dit au Brésil. Et pour finir, non, je pense que pour finir seulement, je pense qu'il a les grands objectifs du PSOL maintenant au Brésil, parce que dans la dernière table, je ne me souviens pas exactement qui m'a demandé, mais quelle est la position du PSOL sur ça. Maintenant au Brésil, je pense que c'est un moment trop instable politiquement, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, mais en même temps il y a beaucoup d'attaques pour part du gouvernement. Et nous ne savons pas exactement, comme le mouvement n'a pas une direction précise de gauche, on ne savait pas d'où va venir les mouvementations. Alors, des écoles, des syndicats, de la fac, de l'université, d'où? C'est pour le climat, c'est pour le travail, c'est pour les droits des femmes, tout c'est possible. Alors, le travail de base, c'est quoi que tu parles de travail de base? Le travail de base, c'est notre priorité maintenant, parce que nous devons être dans toutes les places possibles, parce que quand la lutte a commencé, nous devons être dans les secteurs qui vont commencer la lutte aussi, pour aussi ou non, j'espère que oui, faire une alternative, un mouvement avec une direction politique de gauche radicale au Brésil. C'est ça. Sur la bataille culturelle au Brésil, ça existe parce que Bolsonaro a choisi de quelques figures importantes de gauche pour faire une croisade contre, par exemple, Paulo Freire, je ne sais pas, tout le monde connaît, ça a été un important écrivain au Brésil, un des plus traduits dans le monde, peut-être le 4e et 3e, je ne me souviens pas exactement, mais il parle sur l'éducation. Alors Paulo Freire, Antonio Gramsci aussi, et aussi Karl Marx. Ok. Mais il n'y a pas de contenu comment on peut dire, pour parler sur ça. Alors, la chose, c'est que le parti de Bolsonaro a aussi une manière différente d'organisation sur l'Internet qui a donné des possibilités s'appelle PSL, c'est Parti Social Libéral. A donné la possibilité pour PSL arriver à beaucoup des enfants et des ados et choses comme ça, et envoyer des matériels faux sur la gauche, sur l'histoire du Brésil, sur les choses comme ça. C'est bizarre. Ça a été dans les élections le phénomène de fake news. Je ne sais pas si existe ça en Europe, des choses comme ça. Mais il y a une bataille culturelle, mais c'est un peu une distorsion de la réalité, parce que la culture que Bolsonaro défend n'est pas une chose nouvelle au Brésil. Et le mouvement social, les personnes, spécialement les femmes, sont au contraire de ça. C'est impossible de dire qu'on a une meilleure condition de vie pour les femmes au Brésil en comparaison à quelques années au passé. Par exemple, je vais donner un simple exemple. Dans l'université où j'étudie, en 2013,
il y a beaucoup d'agressions dans les mouvements étudiantils entre femmes et entre hommes qui ont battu dans les femmes et choses comme ça. Et maintenant, ça, c'est impossible d'exister. Ça a changé beaucoup. Maintenant, les dénonces par agression au Brésil ont grandi beaucoup. Et en même temps, la posture des femmes pour se porter en public et dans chez elles a changé beaucoup. Par exemple, une des places les plus importantes dans la période électorale pour faire la campagne contre Bolsonaro est à partir de les femmes chez elles pour parler avec les familières et choses comme ça. Alors, la bataille culturelle existe au Brésil, mais je pense que dans dans ces aspects, les femmes sont les vanguardes pour changer ça et nous avons beaucoup de victoires aux dernières périodes en relation à ça. Il y a beaucoup de choses à Russie encore, mais c'est un bon... Je suis optimiste avec ça. Sur le climat sceptique, tu as demandé... Ok. C'est drôle parce que le principal climat sceptique au Brésil, il est mon prof à la fac. Il est bizarre. Oui, il est une personne bizarre. Il y a une histoire avec les militaires et choses comme ça, mais il est connu comme un prof un peu violent parce qu'il était en grève dans quelques années à la fac. Il a abattu une élève femme. Alors, il est bizarre. Il y a un site pour les théories de conspiration et choses comme ça. Et dans les dernières élections, il a sorti un candidat pour le Parlement fédéral au Brésil, comme un député fédéral, dans le parti de Bolsonaro. Mais il était bizarre. Et je pense que le mouvement climat sceptique au Brésil n'est pas grand-chose. Mais en même temps, on a des difficultés pour construire la pauta. Não, não sei. La revendication par le climat au Brésil. On n'a pas la tradition de faire les mouvements pour la nature et choses comme ça. Il y a beaucoup de traditions dans les populations originales du Brésil, les indiennes et les personnes non blanches comme ça, mais c'est pas une chose qui c'est la priorité du mouvement. Et c'est bizarre parce que nous avons beaucoup d'importance naturelle dans le monde. Mais je pense que c'est une chose, par exemple, que nous devons apprendre avec les Suisses, par exemple. La grève pour le climat, c'est super ici. Nous devons faire ça au Brésil. Je ne sais pas comment, mais c'est important faire quelque chose sur ça aussi. Il y a d'autres questions? Je ne réponds pas. Non? Ok. Sur le néolibéralisme comme agent de destruction de la démocratie, je l'évoque dans le bouquin. On ne peut pas toujours tout traiter à l'oral en 20 minutes, 20-30 minutes, mais je l'évoque notamment parce qu'effectivement, le néolibéralisme, alors moi dans mes termes, je l'aurais dit une politique de la dépolitisation, si on veut. Bon, une politique qui vise d'une certaine manière, en brisant, en réduisant de plus en plus le degré d'autonomie de l'État, notamment vis-à-vis des intérêts immédiats des classes dominantes, fait que la sphère politique, la sphère du débat politique se réduit à peau de chagrin, quoi. Et du coup, dans ce genre de situation, j'aurais pu l'ajouter sur le durcissement autoritaire, dans ce genre de situation où le débat public se réduit, et bon, il faudrait même l'accrocher à, je sais pas, en France en tout cas, la grande faiblesse du pluralisme politique dans les grands médias, etc. Bon, et le côté divertissement, le fait que l'information est devenue et le débat politique est devenu un show où en fait il y a à la fois pas d'information et pas en réalité de débat, quoi. Bon. Mais effectivement, dans ce type de situation, l'extrême droite il porte une anti-politique. C'est une typiquement le fascisme est une politique anti-politique. Bon, effectivement, ça les favorise, quoi. Bon, donc ça fait partie du type de mécanisme qui s'est mis en branle, qui s'est activé, qui in fine renforce les fascistes, cette destruction de la démocratie. D'autant que les fascistes partagent un mépris absolu en réalité de la démocratie. Hein. Ils ont un rapport complètement instrumental. Déjà dans l'entre-deux-guerres, hein, là encore, ils étaient très
très opportuniste. Mussolini pouvait dire un jour que la démocratie c'est bien parce qu'il y avait une valorisation du peuple, etc. Et en même temps avoir, dans certains textes, manifester un mépris total pour la démocratie, justement parce que c'est un régime dans lequel les chefs, ceux qui ont une âme de chef, une essence de chef, ne peuvent pas véritablement exprimer leur potentialité. D'ailleurs, Hitler aussi, Hitler disait la démocratie est dans la sphère politique l'équivalent du communisme dans la sphère économique. Donc, particulièrement à la fois anticommuniste et évidemment anti-démocratie, mais au sens, disons, libéral, de la démocratie libérale. D'où la destruction, le fascisme, c'est la destruction du mouvement ouvrier, etc., mais c'est la destruction de toutes les libertés publiques fondamentales et des droits démocratiques, largement par ailleurs conquis par la classe ouvrière. Donc, c'est ce qui, moi, me fait que je n'emploie jamais le terme démocratie bourgeoise, qui à mon avis est un terme complètement trompeur, parce que précisément ce qu'on généralement on met dans démocratie bourgeoise, ce sont des conquêtes ouvrières, c'est plutôt des embryons, comme dirait Trotsky, de démocratie prolétarienne en réalité dans la société bourgeoise. Donc je pense qu'on n'a pas intérêt à dire démocratie bourgeoise parce que généralement c'est pour dire c'est pas très important, alors qu'en fait c'est très important. Les libertés publiques de s'organiser, de manifester, de faire grève, etc., c'est fondamental. Sans ça, effectivement, on est conduit à la clandestinité. C'est précisément ce qu'imposent les régimes fascistes, c'est que la seule politique qui peut perdurer, c'est une politique de type clandestine, voire de simple lutte armée, etc. Heureusement, c'est ce qui fait aussi que dans toutes les réunions que je fais autour du bouquin, on me dit souvent mais est-ce que Macron c'est pas du fascisme? Parce que derrière il y a l'idée qu'il y a une répression qui est effectivement ahurissante. Bon, non, c'est pas du fascisme parce qu'on a les moyens de s'organiser et de faire de la politique ouvertement à une échelle encore de masse, et que le débat politique n'est pas non plus complètement réduit à néant. Dans une société comme la société française, c'est pas le cas, et puis c'est pas du tout le cas qu'en France. Je pense que c'est le cas aussi en Suisse, il y a des débats politiques importants, etc. Alors sur le front unique ouvrier, mais je pense que c'est pas satisfaisant, on en rediscutera peut-être de manière plus informelle. Mais sur le débat politique suisse, pas sur ta réponse. Ah oui, d'accord. Mais je suis voué en une minute à ne pas satisfaire. Mais sur le front unique ouvrier, je dirais que, en fait, je pense que la démarche d'abord, le front unique pour moi c'est typiquement un concept stratégique qui n'a de valeur qu'en situation. C'est-à-dire que si on l'applique comme une espèce de recette magique, où on se dit, bon, alors qu'est-ce que Trotsky a dit sur le front unique ouvrier dans les années 30, dans le contexte de montée du nazisme, il faudrait l'appliquer texto aujourd'hui. On voit bien que ça ne marche pas, parce que le front unique ouvrier, c'est précisément l'alliance entre des grands partis socialistes et communistes, qui par ailleurs avaient des prolongements dans la société civile à travers le mouvement syndical, des associations, etc. Et dire, bon, pour lutter contre le fascisme, il faut faire l'unité entre ces deux grands courants du mouvement ouvrier, l'unité de notre camp social, et du point de vue communiste, ça va être un premier pas, un pas en avant pour ensuite poser la question d'une autre société, etc. Ça, si c'est exactement sous cette forme précise, je pense que ça a une actualité qui, en tout cas, il faut remettre sur le métier à la fois l'idée du front unique, mais se demander sous quelle forme ça peut prendre, quelle forme ça peut prendre aujourd'hui. Alors, il est assez clair, notamment dans la société française, que faire l'union du Parti socialiste et du Parti communiste, si c'est ça le front unique, on sera réduit à pas grand-chose, parce que le Parti socialiste, légitimement, et vu les politiques qui ont été menées, est un parti intégralement bourgeois, qui n'a plus du tout de base populaire. Même ce que j'appellerais social-démocratie, pour moi, c'est aujourd'hui en France, c'est pas le Parti socialiste. Éventuellement, c'est le PC, l'AFI, en réalité, ont des orientations plutôt classiquement social-démocrates, etc. Mais du coup, ça demande de regarder dans le champ politique quelles sont les forces en présence et les orientations, etc. Mais ça demande notamment, moi c'est pour ça que je parle plutôt de bloc subalterne, mais qui en fait pour moi est une actualisation du front unique. Le bloc subalterne que je défends dans le bouquin, c'est un bloc qui n'inclut pas simplement les organisations ouvrières, front unique ouvrier, mais notamment tous ceux qui se battent dans le camp de l'émancipation. Donc ça peut être les mouvements évidemment antiracistes, féministes. Je pense qu'on n'a pas suffisamment tenu compte du fait que notamment le mouvement ouvrier allemand n'a pas pris suffisamment au sérieux la question de l'antisémitisme dans l'entre-deux-guerres, et que ça a été une grande faiblesse du mouvement ouvrier face au nazisme, et la puissance idéologique et politique à la fois du nationalisme dans sa variante nazie et de l'antisémitisme, qui a quand même été un des moyens qu'ils ont eu d'obtenir l'oreille des masses. Donc il y a des batailles fondamentales, par exemple en France, sur la question de l'islamophobie, qui n'ont pas été menées par la gauche ces dernières années, mais qui commencent un peu à l'être, mais qui doivent être au centre de l'agenda politique, à mon avis, des mouvements de gauche et du mouvement ouvrier dans son ensemble. Mais voilà, le bloc des subalternes, c'est tout ça. C'est à la fois effectivement le mouvement ouvrier traditionnel, y compris des franges modérées, c'est les partis qui n'ont pas gouverné au service intégral du patronat, donc notamment pas le Parti socialiste, mais je dirais que tout ce qui se tient à gauche du Parti socialiste aujourd'hui devrait être inclus dans une démarche de front unique,
bloc des subalternes, et tous les collectifs féministes, antiracistes, écolos, qui ne sont pas pour un capitalisme vert, etc. Bon, voilà, il faut redéfinir en quelque sorte le périmètre du Front unique, mais c'est la bonne démarche, hein, le Front unique. C'est-à-dire que si on pense qu'il y a un danger fasciste, on est condamné à l'unité. On ne peut pas faire des cavaliers seuls, on ne peut pas esquiver cette question. C'est peut-être pas... voilà... et ça, je pense quand même, c'est un héritage fondamental pour nos courants politiques, hein, et qu'il faut faire revivre parce que justement, je pense qu'on fait face à une situation qui remet sur le tapis cette question du danger fasciste, c'est-à-dire de l'écrasement de nos forces, de l'écrasement pur et simple de nos forces. Alors sur la question, j'essaie de ne pas être trop long, mais sur la question de l'hégémonie, souvent c'est pris l'hégémonie comme un truc purement justement culturel en termes d'idées et limite dans des termes un peu propagandistes. Ce qu'il faut faire, c'est de la propagande pour une autre société, refaire vivre une utopie, etc. Bon, moi je ne finirai pas comme ça. Je pense qu'il faut prendre la bataille pour l'hégémonie davantage comme une question dynamique dans les mouvements, et on a des bons exemples à la fois en France et ailleurs, mais de comment il est absolument nécessaire pour la gauche, les gauches, les mouvements d'intervenir, y compris dans des mobilisations dans lesquelles c'est pas forcément confortable d'intervenir. Je pense notamment aux Gilets jaunes. Dans les Gilets jaunes, il y avait une bataille hégémonique absolument centrale pour la situation politique en France, et dans laquelle malheureusement le mouvement ouvrier, la majorité du mouvement ouvrier français est resté l'arme au pied, c'est-à-dire est resté extérieur. On n'a pas cherché à justement batailler pour l'hégémonie, c'est-à-dire pour donner le ton au sein de ce mouvement, pour, d'une certaine manière, donner le ton en termes de justice sociale et d'égalité plutôt qu'en termes nationalistes ou en termes de revendications typiquement petites bourgeoises qui seront proposées par l'extrême droite ou la droite extrême dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et je pense qu'on fera, comme il y a cette destruction des formes de contre-hégémonie traditionnelles portées par le mouvement ouvrier, on fera de plus en plus face à des mobilisations qui ne nous plaisent pas, au sens où on n'est pas forcément très confortable, où il y a des gens avec qui on n'aurait pas forcément milité ou avec qui on ne serait pas mobilisé, mais dans lesquels c'est d'autant plus important. Ça va être d'autant plus important de trouver les moyens d'intervenir et justement de conquérir l'hégémonie dans ces mouvements. Mais c'est vrai pour le mouvement écolo, le mouvement pour la justice climatique. Bon, l'extrême droite est très, très peu présente, pour ne pas dire inexistante assez souvent, parce qu'elle est largement carbo-fasciste ou effectivement climato-négationniste, etc. L'extrême droite majoritaire. Il y a quelques courants écolo-fascistes, mais ils sont très minoritaires. La majorité des grandes organisations d'extrême droite sont hyper-productivistes ou carbo-fascistes, etc. Bon. Et du coup, là, la bataille pour l'hégémonie, c'est davantage avec les courants libéraux qu'il faut la mener, contre les courants libéraux, contre ceux qui prétendent que dans le cadre du capitalisme, avec des permis de polluer, etc., on pourrait résoudre la crise immense suscitée par le basculement climatique. Là, on a des choses à faire valoir. Et là, pour le coup, c'est un des rares terrains sur lequel l'extrême droite n'a pas pris de l'avance, sur lequel il y a vraiment quelque chose à jouer. Il ne faut certainement pas lâcher ce terrain, et au contraire, il faut intensifier la mobilisation sur des bases de gauche, sur des bases de... Justement, on essaie d'articuler et la question environnementale avec la question sociale, et je dirais aussi la question démocratique, parce que sur la question environnementale, est en train aussi de monter l'idée qu'il faudrait de l'autoritarisme pour imposer une solution à la question du basculement climatique. Si je ne me trompe pas, il y a un ministre de Bolsonaro qui a même dit sur le climato-négationnisme que le changement climatique était un complot marxiste. Alors, j'étais quand même à la fois un peu surpris, mais surtout j'étais content parce que je me suis dit notre pouvoir est quand même important. Notre pouvoir de marxiste va jusqu'aux experts du groupe international d'experts sur le climat. On a été capable de créer ce complot de toutes pièces. C'est vraiment, j'étais heureux d'apprendre qu'on n'était pas complètement réduit à néant. Et alors dernier truc sur les élections européennes et sur l'internationale brune, si on veut. Bon, le fascisme a toujours été un phénomène mondial, en fait. Hein. Dans l'entre-deux-guerres, c'est déjà un phénomène mondial, avec toujours des tensions, qui fait, par exemple, effectivement, c'est des mouvements nationalistes. Donc, par exemple, les fascistes français ont toujours tenu généralement tenu à ne pas se définir comme fascistes, même dans l'entre-deux-guerres, même s'ils s'inspiraient largement du fascisme, parce que précisément, c'était un autre pays. Alors, si vous êtes nationaliste, vous voulez que, y compris le nom de votre mouvement, soit franco-français, quoi. Genre, se réclamer du fascisme de Mussolini, se mettre un peu sous la coupe de quelqu'un qui est étranger. Mais bon, ça ne les a pas empêchés de nouer des alliances dans l'entre-deux-guerres. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est rendu encore plus facile pour eux, au sens où ils ne manifestent pas de visée expansionniste, en tout cas pour l'instant.
Donc la question de l'éventuelle invasion de telle ou telle nation par telle autre, gouvernée par tel ou tel fasciste, bon, ça ne se pose pas vraiment. Donc en fait, ils jouent, ils s'unissent parce qu'ils savent que ça les renforce. Hein. Bolsonaro, l'élection de Bolsonaro a eu des effets en France. Je veux dire, le FN, c'est même au niveau local, on l'a vu. Bolsonaro, Salvini, hein, la confluence de succès des extrêmes droites au niveau international. Nous, on l'a vu dans certains coins, on a vu des élus FN qui étaient au plus bas moralement, quoi, depuis l'élection de 2017, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas produire ce qu'ils avaient voulu, notamment la défaite aux législatives qu'ils ont eu après la présidentielle, et ils sont revenus hyper rassérénés à l'automne dernier parce qu'il y a eu Salvini arrivant au pouvoir, parce que la victoire de Bolsonaro se présageait, etc. Ça leur a donné, ça a donné de la confiance d'une certaine manière à ces organisations. Bon. Après, alors voilà, ce qui est intéressant à regarder, je pense, dans les mois et années à venir, c'est ce qui va se jouer du côté de la droite européenne, puisque vous avez remarqué, Orban et Kaczynski, hein, donc les dirigeants hongrois et polonais, n'ont pour l'instant pas rejoint Salvini, Le Pen, Wilders, etc. Donc il y a une cassure qui est quand même en cours au sein de la droite européenne. Et en fait, pour moi, j'en parlais avec un camarade hier soir, mais c'est un symptôme d'une danger fasciste. C'est-à-dire que quand justement il y a de plus en plus de forces de droite qu'on arrive difficilement à situer entre la droite et l'extrême droite, entre la droite bourgeoise traditionnelle et le fascisme, c'est précisément que le fascisme est en train de se rapprocher du pouvoir, parce que les situations où ils arrivent au pouvoir, justement, des alliances c'est juste avant le pouvoir, juste avant l'arrivée au pouvoir, qui nouent des alliances avec des segments de la droite. Donc là, du côté c'est très important de regarder ce qui va se jouer du côté de Orban et Kaczynski, de quel côté d'une certaine manière ils vont tomber, mais aussi de quel côté vont tomber les autres partis. Par exemple, les dirigeants de la droite française ont refusé d'exclure Orban du Parti populaire européen, ce qui démontre, ce qui reflète et démontre le glissement de la droite française vers l'extrême droite, hein, qui se voit au niveau idéologique des discours portés, hein, extrêmement islamophobes, autoritaires, xénophobes, etc., du côté de Laurent Wauquiez qui a pris la tête de la droite. Mais voilà, donc mais de la même manière que le fascisme classique a été un phénomène mondial, le néofascisme l'est aussi, et il y a des agents après derrière là encore, il faut regarder l'action de type Bannon par exemple. Hein. Mais c'est quand même frappant de voir aussi que et les États-Unis et la Russie dispensent des fonds, hein, pour que se développent des courants nationalistes, notamment en Europe. Hein. Ils cherchent à agir, hein, pour que, effectivement, hein, pour que triomphe ce projet politique que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes dans les églises évangéliques parce que je pense que la grande question des églises sont qui ont pris elles ont fait un peu le papier d'État. Papier non, la tâche. Quoi? Oui, la tâche d'État. Alors, dans l'église, tu peux avoir accès à la culture, alors tu peux danser, tu peux chanter, tu peux... si une femme a été battue par quelqu'un, elle va à l'église parler avec les personnes de l'église pour demander aide. Si les personnes n'ont pas de nourriture pour manger, elle va à l'église aide. Alors, l'église a volé un peu les papiers, les tâches d'État au Brésil. Et ça fait... Mais c'est un peu... Non bizarre, mais c'est intéressant parce que l'église évangélique a commencé à gauche dans l'histoire, avec Lutero et Calvino en relation à l'église catholique. Mais au Brésil, il y a une distorsion des tâches de l'église parce que les églises sont maintenant des grandes entreprises qui fonctionnent avec l'argent des personnes qui ont croit dans l'église, des choses comme ça. Mais en même temps, l'église a aussi arrivé dans les populations plus pauvres au Brésil, l'église évangélique principalement. J'ai déjà parlé par lui. Une fois, j'ai donné toujours cet exemple, mais dans les périodes électorales, les évangéliques on soutient beaucoup, on supportait beaucoup le Bolsonaro. Et tout parce que Bolsonaro a dit qu'il est évangélique, choses comme ça. Mais, par exemple, maintenant, Bolsonaro veut libéraliser toutes les armes au Brésil.
et stimuler la violence et choses comme ça. Et le secteur évangélique au Brésil, c'est le plus contre ce type de choses. Alors, comme j'ai dit dans ma présentation au commence, tout c'est très confus maintenant au Brésil parce qu'il n'y a pas une direction, il n'y a pas une sortie à droite ou à gauche pour les personnes, mais en même temps, nous avons un problème de sécurité. Alors, le Bolsonaro a montré les sorties plus faciles pour ça. Mais en même temps, il y a un débat dans la population. Les armes vont améliorer. Alors, pour les armes vont améliorer les choses. Prendre des personnes plus jeunes, la majorité pénale, c'est correct de parler ça? Majorité pénale va changer quelque chose. Alors, pour ce secteur qui a supporté et a été fondamental pour l'élection de Bolsonaro, non. Et alors, c'est possible de disputer. Ça, c'est une chose qui se passe avec beaucoup d'autres secteurs de la société, ou même quand on pense de la droite écologique au Brésil, qui existe dans deux principales parties qui sont Rede, la traduction c'est réseau, et les partis verts, Partido Verde en portugais, qui sont partis qui parlent, qui défendent la nature et choses comme ça. Mais c'est impossible de faire ce type de choses s'ils sont avec des agrobusiness, comme c'est passé au Brésil. C'est impossible de faire ce type de choses. C'est quand on fait d'autres manifs, par exemple, pour améliorer le transport public, ils sont aux côtés des patrons au Brésil, des choses comme ça. Alors, les mouvements écologiques au Brésil, je ne sais pas si j'ai compris exactement ta réponse, mais il n'est pas priorité, mais il est toujours présent dans une part de lutte. Il n'est pas la priorité, par exemple, dans la lutte pour les transports, mais il est présent aussi. Il n'est pas la priorité dans la lutte par terrain, mais en même temps, il est présent. Mais il n'est jamais la priorité. Il faut faire un mouvement, je pense, pour faire que ce type de choses était en priorité. Non, est en priorité pour les Brésiliens, choses comme ça. Mais il est spécialement associé au peuple original à cause de la terrain, parce que avoir des terrains depuis de la colonisation était les choses plus importantes au Brésil. L'inégalité des terrains a fait avec la plupart de la population n'a pas, par exemple, de nourriture pour manger, choses comme ça. Sur les immigrants, c'est un peu non drôle, mais c'est intéressant aussi parce que c'est contradictoire le discours de Bolsonaro sur les immigrants. Il est contre la rentrée des personnes d'Amérique du Sud au Brésil. Et pour lui, le Brésil, c'est le plus important pays. Il ne doit pas faire des relations avec les autres pays d'Amérique du Sud. Mais en même temps, il a stimulé avec beaucoup de discours le tourisme d'autres pays du monde, et par exemple d'Europe, inclusive le tourisme sexuel au Brésil, avec une parole qu'il a dit que les femmes brésiliennes sont là pour les étrangers, choses comme ça. Il a parlé ça. Alors, c'est contradictoire. Il n'y a pas, c'est différent d'Europe. Il n'y a pas un mouvement contre les étrangers. Il y a au Brésil, spécialement au nord, où il y a beaucoup de Vénézuéliens, choses comme ça, mais il n'est pas une chose grand au Brésil. Le débat, c'est puissant maintenant. Je pense que c'est ça. Il y a d'autres questions? Je ne sais pas. Je peux penser et après je parle quelque chose, ok? Si je me souviens. Juste un mot que je voulais dire sur une intervention qui a été faite tout à l'heure sur laquelle je voulais rebondir, mais je ne l'ai pas fait, mais très rapidement. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée sur la question du climat et de l'écologie en général, que on pourrait intégrer... en fait, le fascisme, c'est à la fois la caractérisation qu'on peut donner de certains types de partis, avec certains types de projets, mais je dirais que c'est aussi, et tout en même temps, une tendance historique du capitalisme, dans certaines conditions, de déclin notamment du capitalisme sous plein d'angles, mais une tendance du capitalisme à se perpétuer sous des formes catastrophiques. Bon, et effectivement, à notre époque, c'est l'une des catastrophes qui est déjà en fait en cours, en partie sous la forme du basculement climatique, c'est sur cette question environnementale. Et donc, effectivement, il y a toutes les chances que, malgré les différenciations au sein de l'extrême droite, mais
étant donné que les grands partis extrêmes qui parviennent au pouvoir sont climato-sceptiques, hyper-productivistes, etc. Et je doute d'ailleurs que quand même, ça répond en partie, mais je doute qu'ils changent radicalement de position parce que c'est quand même un élément de puissance, notamment l'industrie, ou en tout cas par exemple en France le nucléaire, je ne les vois pas abandonner toute une série de choses qui sont des éléments de puissance. Et je pense que ça a des chances de rester quand même dans des franges plutôt minoritaires, même de l'extrême droite, disons, les tendances écolo, disons, un peu conséquentes. Mais après, évidemment que de manière opportuniste, instrumentale, et Marine Le Pen le fait déjà, et Bruno Maigret le faisait déjà dans les années 90, Falls, cherchent à adopter un discours d'écologie nationaliste sur les circuits courts internes à la nation, mais qui par ailleurs est stupide, parce que les circuits courts entre le sud de la France et le nord de l'Espagne, évidemment qu'il faut que ça se passe au-delà des frontières, si on est écolo de manière conséquente, mais eux, ils le définissent de manière vraiment nationaliste. Bon. Donc il faut réussir à déconstruire ce discours, mais je pense que ce sera essentiellement instrumental et que dans leur pratique gouvernementale, ils auront une pratique absolument productiviste. Genre en gros, pas Handmaid's Tale, je sais pas, vous voyez la série qui est une sorte d'anticipation fasciste en fait, mais où un des ressorts fondamentaux du régime qui est décrit, c'est un régime qui en gros adopte une posture de décroissance. Ça, j'y crois pas trop. Je pense que les régimes fascistes qui se présagent seront dominés par une tendance hyper-productiviste et du coup cette tendance à accentuer la catastrophe et à perpétuer le capitalisme sous les formes les plus catastrophiques. Voilà. Alors sur le reste, donc voilà, en fait, ça me permet d'avancer sur cette question de la différenciation des extrêmes droites. Alors au plan national, en France, c'est clair, entre même sur la question de la communauté nationale, par exemple, qu'il faut régénérer. Les identitaires pensent que c'est la civilisation européenne qu'il faut refaire renaître, régénérer, etc., avec quelque chose qui est plutôt païen d'ailleurs. Alors que côté Front National, c'est plutôt la nation. Il y a les franges d'Action française, c'est vraiment défini où la religion prend une place beaucoup plus importante, le catholicisme, etc., où il y a aussi le côté monarchique. Bon, c'est très divers. Mais moi, je pense qu'il faut réussir à décrire l'extrême droite, parce qu'ils arrivent quand même à collaborer ensemble. Donc pour moi, c'est une sorte de flotte dans laquelle il y a des vaisseaux amiraux qui sont les véhicules respectables, c'est-à-dire les vitrines électorales. Et le FN en 72 est construit par Ordre Nouveau, un groupuscule néofasciste, assumé, et construit par les dirigeants d'Ordre Nouveau, le Front National, comme une vitrine électorale qui doit permettre d'unifier les différents courants de l'extrême droite et de sortir l'extrême droite de sa marginalité et en gros de simplement des groupes de bastonneurs dans la rue, etc. Bon. Donc c'est une flotte dans laquelle il y a en position centrale ces vaisseaux amiraux que sont le FN, le FPE autrichien, etc. Et autour desquels on trouve des petites embarcations qui sont pour l'instant des groupuscules mais qui se développent, qui cherchent à se développer encore davantage. Et on voit les identitaires qui se développent un peu partout, qui ont une pratique beaucoup plus violente, qui cherchent à occuper le terrain, qui en France essayent d'ouvrir des locaux dans toutes les villes, des bars, etc., pour coaliser des sympathisants, pour mener des actions, etc. Et il y a des batailles dans chaque ville, plein de villes en France pour la fermeture, et c'est très important pour la fermeture de ces locaux. J'y reviendrai sur la question de l'isolement des fascistes. Mais voilà, donc il y a une différenciation, et les rapports entre ce vaisseau amiral et les petites embarcations autour sont des rapports à la fois de coopération. Il y a vraiment des coopérations évidentes entre le FN et les identitaires. Le responsable de la com pour les européennes du FN, c'est un des fondateurs du bloc identitaire, Philippe Vardon. Des coopérations, mais aussi des rapports de concurrence, parce qu'ils essayent quand même d'attirer un peu les mêmes gens. Un jeune, quand il va se politiser à l'extrême droite, il va se demander s'il rentre au FN, au Rassemblement National, ou dans tel ou tel groupuscule. Donc il y a des rapports évidemment de concurrence qui se nouent également. Alors après, sur la question fémo-nationaliste, de l'instrumentalisation de la lutte pour les droits des femmes à des fins racistes notamment, je pense que ça dépend en grande partie du contexte. Dans les pays, d'ailleurs c'est assez évident, je trouve, en Europe, les deux pays les plus déchristianisés, la France et les Pays-Bas, selon plein d'indicateurs, etc., sont aussi les deux pays où l'extrême droite a adopté cette ligne, donc fémo-nationaliste et homo-nationaliste, qui consiste à instrumentaliser la lutte pour les droits des femmes et pour les droits des homosexuels, et y compris en France la lutte en défense des juifs, à des fins racistes, pour stigmatiser les musulmans, etc. Et du coup, ont en partie abandonné, mais seulement en partie, pour ce qui est de la frange majoritaire, notamment défendue par Marine Le Pen en France, ont abandonné, disons, les positions les plus radicalement intégristes sur les droits des femmes, etc. Bon, par exemple, ou sur les droits des homos. Par exemple, Marine Le Pen n'a pas défilé dans les manifs contre le mariage pour tous, etc. Elle a fait ce choix. Il y a des gens du FN qui individuellement ont manifesté, mais elle a fait le choix de ne pas figurer dans ces manifs, parce que sa ligne, c'est une ligne
effectivement homonationaliste. Mais là, il y a des batailles qui se jouent et je pense que les fascistes sont justement suffisamment... C'est pas parce qu'elle est moins... c'est pas parce qu'elle s'est convertie au féminisme, voilà, c'est vraiment pas du tout le cas, c'est purement effectivement opportuniste. Donc ça dépend des contextes nationaux dans lesquels ils sont amenés à évoluer, effectivement de l'évolution des opinions publiques, et ils s'adapteront. Je pense que leurs stratégies dépendront strictement de considérations, disons, tactiques, hein, comme sur la question de l'euro. Genre, le FN, dans la toute dernière période, a changé de position sur l'euro pour des raisons strictement tactiques, pas parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé dans l'euro, etc. Bon, voilà. Alors sur les autres points, très rapidement, je ne sais plus qui avait parlé des outils numériques, réseaux de communication, etc. Bon, oui, utiliser je fais vraiment à la serpe, hein, mais oui, les mêmes outils. Je pense qu'effectivement la gauche radicale a tout intérêt à utiliser les outils, les réseaux sociaux, etc., mais pas les mêmes procédés. C'est-à-dire que, mais ça se pose pour moi un peu comme dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire que dans l'entre-deux-guerres, il y a eu le même type de débat en réalité. Hein. Quelqu'un comme Marceau Pivert, qui était un grand dirigeant de la SFIO, du Parti socialiste français, si on veut, bon, de la gauche, disait il faut adopter les mêmes méthodes, notamment faire défiler les gens dans la rue avec des mêmes types de symboles, parce que ça, bon, et ça a été beaucoup contesté, parce que d'une certaine manière, est-ce que, notamment si on se met à, parce que un des moyens qu'ils utilisent, alors, okay, c'est pas simplement qu'ils utilisent les outils des réseaux sociaux, tout le monde utilise, ils utilisent notamment les fake news, ils mentent à chaque instant sur à peu près tout. On n'a pas envie de faire ça, par exemple. Voilà, moi je pense qu'il faut utiliser ces outils, trouver un moyen d'utiliser ces outils beaucoup plus efficacement que ce qu'on fait, mais en trouvant des procédés, en utilisant des procédés qui collent à nos idées. C'est-à-dire que on veut pas, en gros. L'idée, c'est pas de fanatiser pour nous des gens, parce qu'en grande partie, c'est ça. Aussi bien dans l'entre-deux-guerres qu'aujourd'hui, hein, les moyens, les procédés qu'ils utilisent sur les réseaux sociaux, ça sont des moyens non pas de rendre les gens capables de réflexion critique, etc., mais de les fanatiser, en réalité. Aujourd'hui, surtout contre les migrants, les musulmans, etc. Donc voilà, je pense que mais c'est un débat ouvert. Sur l'original plutôt que la copie, alors effectivement, je comprends le raisonnement. Pourquoi, effectivement, on pourrait se dire, en fait, c'est mieux d'utiliser Valls ou Macron parce qu'il fait la même chose que je pense qu'il ne fait pas la même chose, mais bon, alors, plein de gens se disent qu'il fait la même chose que ce que ferait l'extrême droite, mais de manière avec un visage plus modéré. En fait, j'ai pas de réponse a priori. Je pense qu'il faut constater ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans. Et ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans, c'est que le consensus sécuritaire, le consensus islamophobe ont banalisé des positions qui font que l'extrême droite s'est développée. Et que tous ceux qui ont joué cette carte, finalement, de chercher à copier le FN, sont aujourd'hui dans les poubelles de l'histoire. Manuel Valls, tant mieux d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, sont les politiciens qui ont le plus joué la carte de copier le FN, la rhétorique du FN, disons, à très court terme, ça a pu marcher, voire il y a un moyen terme pour Sarkozy, hein, il a réussi à se faire élire quand même président, etc. Mais à long terme, c'est le FN qui a récolté les fruits de ça. Si bien qu'en 2017, Marine Le Pen fait au deuxième tour 34%, contre 18% pour Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de 2002. Donc cette stratégie qui a été utilisée par tous les politiciens de droite et de centre-gauche en grande partie, hein, dans la période 2002-2017, s'avère perdante précisément parce que je dirais qu'à moyen et long terme, donc je le fais plutôt sur le mode du constat, pas sur un plan théorique. Si on regarde les 20 dernières années, je pense que c'est plutôt la logique que décrivait Jean-Marie Le Pen dès les années 80, que si les autres adoptent nos positions, c'est nous qui in fine allons en profiter, quoi. Et je pense qu'il avait malheureusement raison, et c'est surtout malheureux que certains aient joué cette stratégie depuis plusieurs décennies. Est-ce qu'il y a plus de mouvements d'une certaine manière ou de réactions face au durcissement ? Là encore, difficile à dire, mais je pense que le durcissement autoritaire, là, notamment dans la répression du mouvement des Gilets jaunes, ça accentue un des traits actuels qui est la polarisation politique, hein, autour. Après, est-ce que ça se manifeste, en tout cas dans l'immédiat, ça se manifeste pas par plus de gens dans la rue, par exemple, hein, très clairement, même autour de moi, je vois plein de gens qui ne vont plus en manifestation parce que c'est trop dangereux, parce que des gens se font régulièrement éborgner, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur main. Moi, j'ai vu quelqu'un à 15 mètres de moi perdre une main alors qu'il n'y avait aucune situation particulièrement dangereuse qui aurait justifié du point de vue de la police, qui par ailleurs n'est jamais justifiable, parce que la police française est la seule à utiliser notamment des grenades de désencerclement pour la gestion du maintien de l'ordre des manifestations. Mais voilà, donc il y a plein de gens qui ont fait cette expérience-là, souvent des primo-manifestants, hein, au cours des 5 derniers mois, de voir autour d'eux des gens être blessés gravement, au-delà des gens qui ont été
arrêtés, gardés à vue et parfois incarcérés. Donc dans l'immédiat, en fait, je pense qu'il y a une différence. Dans l'immédiat, ça empêche les gens de manifester. À moyen et long terme, il y a des gens qui viennent de faire une expérience hallucinante de violence policière qui, à terme, effectivement, va les polariser encore plus contre le système, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais en tout cas les incarnations des institutions politiques, notamment dans l'immédiat Macron, hein, qui est l'objet d'une détestation, en tout cas une grande partie de la population, qui est l'objet d'une détestation hallucinante. Hein. Voilà, et dernier point, je suis déjà long. Est-ce qu'il faut isoler les fascistes? Moi, isoler au sens ne pas participer à des initiatives dans lesquelles ils sont présents, notamment des initiatives publiques, des débats, machin. Ça, j'en suis absolument persuadé. Je pense que, avec l'argument aussi de Dimitris, hein, je pense que c'est quelque chose qui, je pense que c'est important de créer un gap très important entre eux et y compris la politique institutionnelle, etc. Bon, tout en pointant toutes les complaisances dont leurs idées bénéficient dans le champ politique mainstream. C'est-à-dire que ça ne va pas nous empêcher de pointer le fait que Wauquiez en France, ou la Nouvelle Démocratie en Grèce, ou tel ou tel parti de droite ou de centre-gauche fait le jeu du FN en reprenant, ou de l'extrême droite en reprenant telle ou telle idée, mais c'est à mon avis important dans la stratégie antifasciste de toujours effectivement les couper du reste. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail antifasciste de base qui n'est pas le tout de l'antifascisme, mais sans lequel l'antifascisme n'a aucun sens, qui est de leur refuser, les empêcher de s'implanter, leur refuser le terrain. C'est pas simplement ne pas participer à des initiatives dans lesquelles ils sont. C'est s'ils tentent de s'implanter dans une université, dans un quartier, dans une entreprise, il faut les briser. Il faut vraiment les briser dans l'œuf. C'est-à-dire qu'on voit même en France à une échelle qui est quand même moindre, bien moindre que dans l'entre-deux-guerres, mais dans une ville comme Lyon, très très loin d'ailleurs, c'est devenu difficile dans pas mal de quartiers et dans certaines universités de militer, juste même d'être militant de gauche modéré, hein, ou militant de féminisme pas forcément radical, ou militant antiraciste encore davantage. C'est leur simple présence, même à une échelle qui n'est pas de masse, fait que, et leur présence violente, hein, les formes de harcèlement, mais bon, de violence physique, etc., fait que c'est très difficile de faire vivre des structures militantes, syndicales ou politiques ou associatives dans ces lieux-là. Donc là, il y a une nécessité absolue, hein, pour le mouvement antifasciste. C'est déjà difficile de faire face à un parti qui fait 25 ou 30%. Si en plus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il y avait un appareil militant de masse un peu présent à peu près partout en France, dans les quartiers, dans les universités, etc., on ne s'en sortirait pas. On n'est absolument pas préparé d'ailleurs pour faire ça. Hein. Donc, partout où on peut le faire, il faut les empêcher de créer des lieux, faire pression sur les mairies pour les faire fermer, pour faire fermer ces lieux, etc. Hein. En gros, il n'y a pas de pluralisme qui vaille pour ces gens-là, pour ces courants politiques-là, parce que eux, leur objectif final, c'est l'anéantissement de nos idées, de nos courants, de nos mouvements, etc. Donc, il y a à mon avis aucune hésitation à avoir de ce point de vue-là. Mais par contre, l'antifascisme ne peut pas se résumer à ça, parce qu'on le voit bien en France, le FN se développe dans plein d'endroits où il n'a aucune présence militante et parfois ne cherche même pas à en avoir, ou pas vraiment. Bon. Et donc on voit bien qu'il faut réussir à articuler ce travail antifasciste de base, cherchant à empêcher en général les groupuscules de s'implanter. C'est pas tellement le FN en réalité, c'est plutôt les groupuscules qui cherchent à s'implanter de manière militante, mais ils entretiennent des liens avec le FN. Articuler ça, nouer ça à des campagnes thématiques, je dirais larges, sur lesquelles, notamment en France, la gauche a perdu pied depuis maintenant longtemps, depuis 30 ans, sur les questions de l'immigration, sur la question de l'islamophobie, sur toute une série de questions. Il y a des campagnes larges unitaires à mener, et je pense qu'il va falloir reprendre en France un travail unitaire qui a été lâché en grande partie, mais on va voir si c'est possible, avec les structures syndicales, avec certaines associations comme la Ligue des droits de l'homme, etc., sur la question du durcissement autoritaire. Et par ailleurs, il y aura, ça c'est le point difficile, peut-être le plus difficile, c'est l'articulation avec la question de l'alternative politique. En France, il y a tellement eu d'échecs successifs de recomposition politique à gauche que c'est vrai que j'ai souvent du mal dans les réunions publiques à aborder cette question parce que ça crée une forme de... Il y a des désillusions très très fortes et une sorte de désespoir, mais on ne pourra pas y échapper, là encore. Il faut opposer d'une certaine manière, il faut faire émerger politiquement, y compris sur la scène électorale, un troisième pôle, disons alternatif, et au pôle de l'extrême centre néolibéral et au pôle de l'extrême droite néofasciste. Et voilà, donc il a un peu émergé en partie sous une forme qui n'est pas très satisfaisante, mais qui est la forme de la France insoumise aux dernières élections, qui a quand même fait près de 20% et qui a
qui a quand même permis des choses. Ça a permis, par exemple, que Marine Le Pen ne soit pas première chez les jeunes, alors qu'elle était annoncée première 6 mois avant l'élection. C'est Mélenchon qui a été assez largement devant, donc ça c'est plutôt bien. Mais voilà, le problème c'est que le courant de Mélenchon ne veut pas construire véritablement une organisation, un mouvement implanté sur l'ensemble de la population. Ils ont un rapport très instrumental à la France insoumise, c'est un instrument purement électoral. Donc, et pourtant, il nous faut ça. Il nous faudrait un mouvement qui durablement cherche à s'implanter dans les classes populaires, dans les minorités, dans les quartiers populaires, etc. Et pour l'instant, on n'a pas ça. Mais juste peut-être un mot de conclusion là-dessus, j'ai pas mal parlé donc de la crise d'hégémonie tout à l'heure, etc. Et je pense que, bon, c'est l'idée du bouquin, c'est que ça ouvre une brèche pour le pire. Et je pense que le problème, c'est qu'ils ont l'extrême droite et les néofascistes ont pris de l'avance. Et c'est ce qui impose, d'une certaine manière, nous impose aussi un certain moment défensif en quelque sorte, hein. Mais cette crise d'hégémonie, elle ouvre aussi des brèches pour le meilleur. On voit bien, moi je le vois bien en France, que notamment à travers la séquence des Gilets jaunes, c'est que des millions de gens sont ouverts à d'autres idées, sont en recherche, et parfois du coup ça aboutit à des choses très confuses dans l'immédiat, mais sont en recherche de quelque chose d'autre, qui nous sortent en quelque sorte de l'impasse dans laquelle nous ont plongé des décennies de politique néolibérale. Et donc c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. La question, c'est la question évoquée tout à l'heure de l'hégémonie. C'est qui va donner le ton dans ce vide un peu d'hégémonie justement, hein, qui est en capacité, qui va être en capacité dans les années à venir de donner le ton. Et ça on peut le décliner sur toutes les questions, hein, sur la question sociale, sur la question environnementale, sur la question démocratique. Hein, même l'extrême droite essaye d'agir sur la question démocratique et de dire qu'ils vont revitaliser la démocratie en faisant des référendums plébiscitaires, en gros. Hein. Donc nous, comment on fait vivre une autre idée de la démocratie locale, hein, la question de l'autogestion, notamment, doit redevenir sans doute un de nos fondamentaux. Bon, comment on arrive à populariser ça à une échelle de masse et de manière crédible. Voilà, ça c'est, à mon avis, la tâche de l'heure, quoi. Merci. J'allais justement proposer que vous fassiez un petit mot de la fin parce que c'est l'heure. Donc, Non, mais je pense qu'au général, le scénario au Brésil, c'est difficile, mais l'histoire jamais été facile pour les gauches. Mais en même temps, on a beaucoup de possibilités pour faire les choses parce que je pense, pour moi, les choses plus belles dans la politique, c'est que pour moi, les meilleures politiques, c'est lesquelles qui ont fait plus de sens pour la plupart des personnes. Les meilleures méthodes, c'est lesquelles qui permettent que plusieurs de personnes participent du mouvement. Et tout c'est possible dans la politique, tous les types de méthodes. Et ça, c'est très belle parce que je vais donner un exemple. J'ai donné beaucoup d'exemples de mon université, mais c'est parce que c'est les places où je milite maintenant. Mais il y a, dans l'université, on voit que, par exemple, il y a un moment où le recteur a essayé pris les EHPAD des étudiants. Et la politique a été faire com qu'il y a 24 heures d'activité dans les EHPAD avec beaucoup de personnes et pour le recteur ne va pas avec la police pour prendre nos EHPAD. Et dans ces périodes, tout s'est passé dans l'EHPAD. De fêtes, des bréchots. Existe ce mot en français? Non. Bréchot, c'est quand les personnes ont pris son vêtement ancienne, ils vont commercialiser avec d'autres élèves avec un prix coût. Alors, on fait des fêtes, on fait de bréchots, on appelle bréchots. On a fait d'assemblées, on a fait des plénaries, on a fait des mouvements pour essayer finir les meetings, les réunions dans la rectorie il n'a pas fait les accords pour prendre notre espace. Alors tout c'est possible. Je pense que le mouvement international maintenant a donné partout les gauches au monde la possibilité de faire choses ensemble. Et je suis ici aussi pour dire que les personnes ont la disponibilité de solidarité pour tout que vous voulez faire, pour combattre aussi, au NPA aussi, pour l'NPA aussi, mais pour combattre principalement comment je peux dire, les droites, l'extrême droite et le fascisme qui existent maintenant dans le monde, et aussi pour construire une alternative qui est être radicalement de gauche au Brésil, parce que là, si l'homme a construit la réalité que nous sommes maintenant, l'homme et les femmes, clair, peut aussi finir avec ça et changer la réalité. C'est ça. Merci. Merci beaucoup.